C'est un grand plaisir et un grand honneur de présenter les trois savants qui vont ce soir nous parler du site de Der el-Kala dans le Liban. Je n'ose pas leur faire trop de compliments parce que ce sont des amis et on m'accuserait de partialité. Ce sont d'une part Julien Alicot qui est au centre de la table et peut-être même au centre du projet. Et Julien Alicot qui est historien et épigraphiste et qui a vécu longtemps à l'IFPO, donc l'Institut français du Proche-Orient, à Damas, mais qui travaille en Syrie, en Jordanie et au Liban. Il y a aussi Gérard Charpentier, qui est architecte. J'aurais dû préciser que Julien Alicot appartenait à l'équipe ISOMA de la Maison de l'Orient. Gérard Charpentier, qui est architecte, qui est directeur adjoint de la Maison de l'Orient et qui lui aussi a fait de longs séjours au Proche-Orient, à l'IFPO. Et Thibaut Fournet, qui est le Parisien de l'équipe, qui lui aussi a été lyonnais il y a quelques années, qui a fait également de longs séjours au Proche-Orient et qui est également architecte. Le site est tellement intéressant et tellement complexe qu'il a fallu 2 architectes pour pouvoir en parler. Et avec ces 3 mousquetaires, il y en a un 4e, comme on vous l'expliquera tout à l'heure, qui est notre collègue libanais, Levon Nordiguian, et qui a travaillé donc dans cette équipe pour étudier ce site de Der el-Kala, à côté duquel il a d'ailleurs sa résidence. Et c'est donc le 4e mousquetaire, plus proche peut-être de Porthos que d'Artagnan, mais non moins vaillant. Bien, donc je ne vais arrêter ces présentations et donner la parole à ces talentueux personnages. Merci Pierre-Louis, on tâchera d'être à la hauteur de notre réputation. Sur les hauteurs de Beyrouth, la capitale de la République libanaise, le site archéologique de Der el-Kala est dominé par les ruines d'un temple imposant, un temple romain consacré au dieu Jupiter Balmarcode. Le site comprend aussi d'autres installations cultuelles ainsi qu'une bourgade rurale. Depuis 2019, une mission conjointe du laboratoire ISOMA, de l'Institut français du Proche-Orient, de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée et de l'Université Saint-Joseph, comme l'a rappelé Pierre-Louis, mène des recherches sur l'ensemble des vestiges conservés sur place, en collaboration étroite avec la Direction générale des antiquités du Liban, la DGA. Nos travaux de terrain permettent de porter un nouveau regard sur ce haut lieu de la Phénicie romaine et byzantine. En 2022, leurs premiers résultats feront l'objet d'un supplément hors série du bulletin d'archéologie et d'architecture libanaise, la revue de la DGA. Avant de les présenter, ces résultats, nous souhaitons rendre hommage à nos collègues et amis libanais qui nous font l'honneur de nous accueillir et de soutenir notre projet dans la situation critique que leur pays connaît à nouveau, malheureusement, depuis 3 ans. Nous remercions tout particulièrement M. Sarkis Rouri, directeur général de la DGA, Madame Tania Zaven, archéologue de la DGA responsable du Mont Liban et du secteur de Der el-Kala, et M. Levon Nordiguian, archéologue, directeur de la photothèque de la Bibliothèque orientale à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et membre de notre mission. Les questionnements qui sont à l'origine de nos travaux relèvent autant de l'histoire et de l'archéologie que de la géographie. Sur toute la façade maritime du Liban, la moyenne montagne, vous en avez ici un aperçu sur la carte de Beyrouth et de son arrière-pays, la moyenne montagne, séparée de la côte et de la haute montagne par des pentes souvent très abruptes, est une région à part, originale et diversifiée. Elle se compose d'un ensemble de plateaux qui forment de larges paliers intermédiaires entre la Méditerranée et les sommets de la chaîne côtière, entre 500 et 1500 mètres d'altitude.
L'influence du climat méditerranéen s'y fait sentir. Cependant, elle ne produit pas l'atmosphère d'étuve qui caractérise la période estivale sur le littoral de la mi-juin à la mi-octobre. De même, l'automne apporte des pluies, parfois torrentielles, qui peuvent tout arracher sur leur passage, mais qui, en ameublissant les sols, sont aussi favorables au labour. Le rythme des saisons est par ailleurs plus marqué ici que sur la côte, et il n'est pas rare que des précipitations neigeuses se multiplient en hiver au-dessus de 600 mètres, ce qui correspond à la situation de notre site. Surtout, la présence de nombreuses sources vauclusiennes rend possible le développement des cultures en terrasse, en lieu et place des forêts et feuillus de feuillus et de pins qui ont périodiquement recouvert cet étage du Mont Liban au cours de son histoire. Là encore, la carte est assez éloquente à cet égard, une carte des années 60 qui montre l'extension du domaine forestier à l'époque. Alors aujourd'hui, beaucoup attaqué par l'urbanisation, mais qui a repris du terrain aussi avec, dans certains secteurs, avec la déprise rurale. Le cloisonnement est un autre trait distinctif de la moyenne montagne. Les fleuves côtiers et leurs affluents ont creusé des gorges profondes qui obligent à suivre les lignes de crête pour avancer vers l'intérieur et qui compartimentent ce gradin en une série de petits isolats susceptibles d'être défrichés et aménagés par des communautés humaines pour peu que leur sécurité soit assurée et qu'elles maîtrisent les techniques adaptées à la mise en culture de la montagne sur des terrasses. Alors ici, une illustration du cloisonnement sur la côte avec le fleuve qui marque la séparation entre le pays du Méten, dont on va parler, et celui du Kesrouan, plus au nord. Donc on est au nord de Beyrouth, avec l'embouchure du Nahr el-Kelb, un des lieux de mémoire du Liban, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour ces fameuses stèles rupestres comportant des inscriptions depuis l'époque pharaonique égyptienne jusqu'à l'époque contemporaine, ce qui en fait vraiment un des lieux de mémoire du pays. Le Méten, dans l'arrière-pays, alors autre exemple, autre image qui illustre cet aspect du Méten, c'est le cloisonnement et de la moyenne montagne libanaise. Ici, on est sur le site de Der el-Kala. Vous voyez ici en face le village, sur le replat, ici le village de Ras el-Méten. Et puis entre les deux, les vallées de deux affluents du Nahr Beyrouth, le fleuve de Beyrouth, qui se rejoignent ici en contrebas du site de Der el-Kala. Culture en terrasse, ici cette fois près d'Ain Toura, un autre site, village moderne et site antique, où se trouve un temple romain de dimension comparable à celui dont nous parlerons ensuite. Donc, le Méten, dans l'arrière-pays de Beyrouth, correspond en tout point à la description que je viens de faire de la moyenne montagne. C'est un petit pays géographique qui donne son nom à un district administratif du Liban moderne, le Qaza el-Méten. Il s'étend sur le versant occidental du mont Liban, à la latitude de Beyrouth. Vous voyez ici Beyrouth sur la côte, le Méten dans l'arrière-pays. Entre le Nahr el-Kelb au nord, on vient d'en parler, et le Nahr Beyrouth, donc le fleuve de Beyrouth, au sud. La moyenne montagne est ici moins austère que dans le Kesrouan et le Chouf voisin, sous le sommet du Sannin, qui barre l'horizon à l'est. Les grès jaunes et ocres du Crétacé inférieur recouvrent presque partout les calcaires froids et gris du Jurassique. Des sources abondantes jaillissent à la base des hauts massifs. L'érosion a dégagé une série de crêtes et de replats étroits et longs où des chapelets de villages et de gros bourgs peuvent s'égrener entre 500 et 1000 mètres. Donc, sont les villages du secteur de Big Faya, celui de Beit Meri aussi, dont on parlera plus tard. Au-delà de 1000 mètres d'altitude, les hautes vallées et les grands cirques accueillent une nouvelle série de villages à la fois plus étagés et moins agglomérés que les précédents. Par exemple, Ain Toura, dont j'ai parlé juste avant. Le col de Tarshish, dans ce secteur, donne accès à la vallée de la Beka, en passant par la ville actuelle de Zahrlé. Depuis la fin du XIXe siècle, la proximité de Beyrouth a aussi valu au Méten de devenir un lieu de villégiature apprécié des citadins incommodés par les chaleurs étouffantes et humides de l'été sur le littoral. Les deux axes qui ont d'abord été privilégiés sont ceux de Big Faya à Mrouge, en passant par Bologna, le bois de Boulogne libanais. Et deuxième axe qui a été privilégié, c'est celui de Beit Meri, Broumana et Baabdat, qui est précisément l'axe sur lequel le site de Der el-Kala se trouve. Plus récemment, la route de Faraya
et les pistes de ski du Sannin ont pris le relais de ces stations d'estivage. La déprise rurale et l'urbanisation ont eu tendance à reléguer la vocation agricole traditionnelle du Métène au second plan. Le site de Der el-Kala, littéralement en arabe le couvent de la forteresse, est l'un des sites archéologiques les mieux préservés du Métène. À 17 km à peine à l'est de Beyrouth, ici c'est ce que je pointe sur la carte, ce site occupe un éperon rocheux qui culmine à 732 mètres d'altitude et qui surplombe le Nar Beyrouth, l'antique Magoras, donc le fleuve actuel de la ville. On y accède depuis Beyrouth en empruntant la vallée de ce fleuve, puis en bifurquant vers le sud à partir du bourg important de Beit Meri. Les ruines de Der el-Kala appartiennent, dans l'état actuel de nos connaissances, aux époques romaines, 1er et 3e siècle, et proto-byzantines, 4e, 7e siècle après Jésus-Christ. C'est alors quelques vues anciennes assez éloquentes du site, prises à l'époque du mandat français, donc dans les années 30, précisément 1936 ici, avec une vue du site depuis l'est, en regardant le littoral, que vous voyez dans le fond de la photo. Ce sont des archives de l'Institut français du Proche-Orient, des plaques de verre, parfois endommagées, mais précieuses. Ici, une autre vue du site depuis l'ouest, cette fois-ci. Vous voyez le couvent moderne de Der el-Kala, avec ses ruines, et puis le chapelet de village dont je parlais, Beit Meri, Broumana, etc., jusqu'au sommet de la chaîne côtière. Et puis une dernière image qu'on aura l'occasion de commenter encore plus tard, celle du couvent, prise du sud-ouest, et qui montre bien aussi la situation du monastère actuel et du temple romain sur son éperon. Donc les ruines de Der el-Kala, voisines de Beit Meri, se répartissent en 4 ensembles. Vous avez ici un plan d'ensemble du village et du sanctuaire antique, établi par Thibaut Fournet à partir de plans topographiques aimablement communiqués par l'équipe de Yasmine Makaroun, architecte et collègue libanaise. Alors, au sud-ouest, en haut du promontoire qui domine la ville de Beyrouth, s'élève le grand temple tétrastyle-prostyle d'ordre ionique, consacré à Jupiter Balmarcode et partiellement englobé depuis le XVIIIe siècle dans le monastère antonin Saint-Jean-Baptiste, fondé en 1750 par des moines maronites du couvent Marchaya, Sainte Isaïe de Broumana. Deuxième secteur, immédiatement au nord et en contrebas de plusieurs citernes, c'est ce secteur que je pointe ici sur la diapositive, l'esplanade cultuelle d'Allée, qui comprend un petit temple attribué de manière hypothétique à Junon, reine, un ensemble de chapelles et de bases destinées à accueillir des hôtels et des édicules à colonnettes, ainsi qu'un vaste soubassement en grande partie démonté, dont la présence laisse supposer l'existence d'un temple du même gabarit que celui du sommet de la colline. Troisième secteur, c'est celui de la bourgade rurale, avec sa voirie, ses monuments publics, ses fontaines, ses bains, son église proto-byzantine, ses maisons, ses installations artisanales, des huileries notamment. Donc une bourgade rurale qui s'est développée donc plus loin vers le nord, ici, mais en contrebas de l'éperon. On la distingue évidemment très bien dans ce secteur, et on en voit aussi quelques éléments au-delà de la route moderne. Évidemment, il n'y a pas de raison que cette bourgade antique s'arrête à la route moderne. Ça devait se poursuivre sous le quartier moderne qui se trouve ici. Quatrième secteur, à l'ouest et à l'est, enfin. Donc là, c'est hors de cette carte, mais si on revient à une vue plus générale du site, à l'ouest et à l'est du site, sur les flancs rocheux du promontoire, on trouve des zones de carrières et de nécropoles, où des tombes à fosses et des sarcophages ont été repérés. L'intérêt des vestiges et la proximité de Beyrouth expliquent que de nombreux voyageurs antiquaires et savants ont décrit le site à l'époque moderne, en y relevant à l'occasion des inscriptions. L'histoire de cette découverte remonte à la visite du voyageur florentin Giovanni Mariti en 1767 précisément. À la suite des explorations du XIXe siècle, qui ont été surtout profitables aux études épigraphiques,
le père jésuite Sébastien Roncesvalles a entrepris des fouilles de grande envergure sur place, fouilles subventionnées par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, donc autour de 1900. Et puis, plus tard, la mission allemande de Baalbek a relevé le plan du Grand Temple en 1902. Quelques images de cette période, du tournant du XXe siècle, avec de magnifiques plaques de verre conservées actuellement à la photothèque de la Bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et aimablement communiquées par Lévon Nordiguian. Ce sont des plaques de verre réalisées à la demande de Sébastien Roncesvalles par le frère Antoun Abdallah, donc l'un des jésuites de Beyrouth. Et donc vous voyez ici les moines du couvent à l'époque. Ici, une vue de chasseurs sur les flancs du promontoire, donc qui posent fièrement avec leurs fusils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien les carrières, et ici un sarcophage rupestre sur lequel l'un des chasseurs est juché. Donc tout ce secteur est aujourd'hui soit urbanisé, soit très très recouvert de végétation. Donc ça montre un peu l'intérêt de ces images. Image magnifique encore du soubassement du grand temple de Jupiter Balmarcode, sur lequel Thibaut reviendra tout à l'heure, donc je passe assez rapidement. Vous voyez ici l'église du monastère moderne. Une vue de cette même église, mais de sa façade désormais, à l'époque où on a fouillé son parvis, et puis le secteur qui se trouvait juste devant la porte, et qui montre bien que, le bouchage ici du pronaos, du temple. Bref, toute une série de documents d'archives qui sont précieux, puisque cet état du site est aujourd'hui, bien sûr, révolu. Et enfin, une image un peu à la fois amusante et un peu désespérante, celle des ouvriers de Sébastien Roncesvalles en train de piocher hardiment sur le site, et probablement en train de dégager ici l'agglomération antique de Deir el-Kala. On aurait bien aimé être là pour savoir dans quel état de fraîcheur l'agglomération avait été trouvée. Malheureusement, on a très peu d'informations sur cette partie de l'activité du père Sébastien Roncesvalles et de ses ouvriers. Mais vous voyez un peu ici les ouvriers au travail. Et là, pour compléter un peu mon propos au sujet des travaux anciens, les relevés et restitutions de l'équipe allemande de Baalbek sur le site de Deir el-Kala. Là encore, Thibaut y reviendra à propos du temple. Dès le début du XXe siècle, avec Sébastien Roncesvalles en particulier, mais c'est une idée qui courait déjà depuis Mariti au XVIIIe siècle, l'idée s'est imposée que Deir el-Kala était un site de pèlerinage isolé de tout habitat, en même temps qu'un authentique haut lieu phénicien, semblable au lieu de culte en plein air du pays de Canaan. Cette interprétation, toujours débattue, se fonde sur la présence bien réelle de dizaines de sanctuaires romains dans l'arrière-pays des cités de la côte phénicienne, et sur l'assimilation, discutable pour le coup, de la culture des fidèles de ces sanctuaires à celle des Cananéens de la Bible et à celle des Phéniciens. Cette interprétation, elle pose le problème, impossible à résoudre, faute d'arguments archéologiques, de l'existence d'un sanctuaire phénicien de l'âge du fer et de l'époque hellénistique à Deir el-Kala. Et malheureusement, c'est une question ici qui restera en suspens. Si j'insiste sur ce point, c'est que c'est une idée qui court non seulement dans la littérature savante, mais aussi dans les esprits au Liban, et en particulier à Deir el-Kala, l'idée que les Phéniciens s'étaient installés là de tout temps pour y vénérer leur dieu, avant que le christianisme ne s'impose dans la région. C'est une idée qui reste fortement ancrée dans les esprits, y compris dans celle des moines maronites du couvent Saint-Jean-Baptiste, à tel point qu'ils ont pris la peine ici, lors de la réfection de leur monastère, d'installer juste devant la porte de l'entrée du couvent, porte actuelle, cette mosaïque moderne, évidemment, qui représente des personnages que vous connaissez certainement, qui sont des figurines qu'on a trouvées, du type de celles qu'on a trouvées dans le temple aux obélisques de Byblos, donc ça évoque un passé phénicien prestigieux, évidemment. Et puis, ils ont aussi fait inscrire cette inscription phénicienne moderne, qui transcrit en caractère phénicien l'expression arabe « Ahlan wa sahlan », donc bienvenue au monastère Saint-Jean-Baptiste. Autrefois, le site était phénicien, maintenant il est chrétien, mais on se souvient aussi de ce passé prestigieux. De nouvelles opérations de terrain
ont été menées depuis le début du XXe siècle, et les plus importantes sont les fouilles, suivies de restaurations, et en grande partie inédites, qui ont été conduites entre 1959 et 1975, début de la guerre civile libanaise, sous la responsabilité d'Arutun Kalayan, ingénieur de la DGA. Vous le voyez ici, sur un autre site de la montagne libanaise, Ain Akrin, en compagnie de l'archéologue Roger Saïda. Encore une image de Kalayan, cette fois lors d'une visite officielle du site. Vous le distinguez ici sur l'esplanade cultuelle. Là, il s'agit d'un de ces soubassements très reconstruits pour des hôtels à colonnettes. Et vous distinguez ici le chapeau de Jean Pouilloux, juste à côté de Kalayan. Enfin, Jean Pouilloux sous son chapeau. Alors, travaux importants de dégagement et aussi de restauration que vous pouvez voir sur cette photo illustrer l'état des bains avant le dégagement sous la responsabilité de Kalayan. Ici, pendant la restauration, donc on mesure l'importance des travaux qui ont été effectués là. Kalayan est ici, sur la photo. Dégagement de la mosaïque de l'église proto-byzantine qui se trouve dans le même secteur avec son inscription grecque. L'état du site après ces dégagements importants, sur une diapositive heureusement prise et transmise à nous par Olivier Orange, donc dans les années, une photo prise dans les années 1960, 67, si mon souvenir est bon. Donc vous voyez ici l'église, une voie à portique, des boutiques, toutes choses qui ont été très très endommagées depuis cette époque. Et donc là encore, ces photos anciennes, enfin plus ou moins anciennes, sont précieuses. Là, c'est encore une vue de l'agglomération antique qui qui est largement méconnaissable aujourd'hui. Alors, plus récemment, donc les travaux effectués sous la responsabilité de Kalayan ont abouti au dégagement de l'agglomération antique et de l'esplanade cultuelle, mal connue jusqu'alors. Plus récemment, l'étude architecturale du Grand Temple a été reprise et complétée de la présentation du village par Levon Nordigian. Et puis, une partie du site a été occupée par l'armée syrienne entre 1990 et 2005. Aujourd'hui, le monastère est entièrement restauré et plusieurs projets d'études et de réhabilitation sont en cours. Nos travaux, donc voici notre petite équipe avec des collègues libanais. Donc, ça a l'avantage, j'ai eu l'avantage de prendre la photo et de ne pas me retrouver dessus comme mes deux camarades, mais voilà. Nos travaux sont conçus comme une participation donc, à une entreprise collective menée sous la houlette de la DGA. Nos travaux ont d'abord porté sur l'abondante documentation épigraphique récoltée sur place ou revue dans les musées et dans les dépôts, dans le cadre de la préparation du tome des inscriptions grecques et latines de la Syrie, consacré à Beyrouth et à sa région. Et puis notre équipe s'est étoffée, vous le voyez ici, de sorte que nos travaux ont pu s'étendre à l'ensemble du site et à l'architecture de ces édifices les plus remarquables, à commencer par le Grand Temple romain et par les bains romano-byzantins. Notre ambition était non seulement de compléter l'étude de l'un des sites ruraux majeurs de l'arrière-pays de Beyrouth, mais aussi de contribuer aux recherches en cours sur l'occupation de la montagne libanaise dans l'Antiquité. J'en viens maintenant très rapidement au rapport entre épigraphie et histoire à Deir el-Kala. 131 inscriptions grecques et surtout latines ont été relevées à Deir el-Kala et aux alentours. À l'exception de 2 dédicaces de mosaïques byzantines, vous en avez vu un exemple tout à l'heure, ces documents datent des 3 premiers siècles de l'ère chrétienne. Et ils apportent avant tout des informations précieuses sur les pratiques cultuelles des citoyens de la colonie romaine de Bérite, la Colonia Iulia Augusta Felix Berytus, fondée à l'emplacement de la cité phénicienne hellénisée de Berytos, Beyrouth, en 15 avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Auguste. Cette époque est marquée par la lutte de Rome et de ses alliés contre les Ituréens, identifiés à un peuple de brigands arabes dans les sources classiques, avec l'établissement de la paix romaine, par étapes, au cours du 1er siècle de notre ère, la jeune colonie de Bérite a été dotée d'un très vaste territoire rural, englobant bien sûr Deir el-Kala, mais aussi des sites comme celui de Nira, dans la vallée de la Bekaa, Héliopolis Baalbek, célèbre pour ses temples,
un territoire étendu, comme vous le voyez ici, dans la vallée de la Bekaa jusqu'aux sources de l'Oronte. Le dossier épigraphique de Der el-Kala témoigne à la fois de l'avènement de ce nouvel ordre social et des conséquences de l'hellénisation et de la romanisation des traditions locales. Il montre que les citoyens de Beyrouth se retrouvaient sur place pour rendre hommage aux empereurs de Rome, Hadrien, Septime Sévère, pour honorer les dieux de leur ville, le génie, la fortune de la colonie, les dieux de la triade d'Héliopolis-Baalbek, Jupiter, Vénus, Mercure, et encore le groupe des dieux locaux, dominé par Jupiter Balmarcode et Junon-Reine, sa parèdre. Quelques exemples de ces documents épigraphiques, ici à travers la dédicace latine, enfin une des deux dédicaces latines de la Colonia Julia Augusta Felix Berytus à l'empereur Hadrien au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Dédicace latine d'un magistrat de Beyrouth, Fortunatus, à la fortune du génie de la colonie, qui est un document une inscription qui est conservée aujourd'hui au Louvre, et qu'on mettra volontiers en relation avec les statues de génie que Sébastien Roncesvalles avait retrouvées sur le site, qui ont disparu depuis, mais dont on a quand même cette photo précieuse. Autre exemple de monument épigraphique retrouvé sur place, cet autel dédié au Jupiter héliopolitain, donc le grand dieu de Baalbek dans la Bekaa, et honoré aussi sur le site de Der el-Kala, comme à Beyrouth d'ailleurs, c'est un dieu de la cité, donc il est honoré un peu partout, à travers ici la dédicace latine, et qui porte non seulement l'image du dieu, représenté ici en pied, debout, et aussi un texte latin qui est une dédicace d'un certain Marcus Pulchus Felicianus et son fils au Jupiter héliopolitain. Un autre exemple, la dédicace latine du temple de Junon pour le salut de l'empereur Trajan par un certain Antonius Primus, artisan ou commerçant de la pourpre, l'une des spécialités artisanales de la Phénicie, d'époque romaine et byzantine, et même antérieure évidemment. Et puis là encore, une dédicace en latin, cette fois adressée au grand dieu du site de Der el-Kala, Jupiter Balmarcode, reconnaissable par les initiales de sa titulature. On va voir ça bientôt. Le dossier épigraphique révèle que les cultes locaux ont été transformés au moment où de nouveaux édifices religieux s'élevaient sur place. La chose est évidente à travers les dédicaces à la fortune, au génie de la colonie et aux empereurs, qui n'ont évidemment pas de parallèle aux époques antérieures, et qui témoignent du rôle désormais dévolu au lieu, celui de sanctuaire civique. Dans le même temps, les Romains de Beyrouth ont formé de joyeuses confréries qui, à l'occasion de banquets festifs et de cérémonies à caractère civique, ont contribué à renouveler l'interprétation des cultes traditionnels, y compris celui de Balmarcode. On va y venir. Tel qu'il est transcrit en grec et en latin, le nom de Balmarcode est bien sûr sémitique, contrairement à celui de Junon-Reine. Ce nom se compose d'un premier élément correspondant à la transcription du nom de Baal, le grand dieu oriental de l'orage, et un second élément tiré de la racine raked, qui évoque l'idée de sauter et de danser. Cependant, la majorité des dédicaces qui sont adressées à ce dieu montrent que sous l'Empire romain, Balmarcode a été assimilé à Jupiter et que la nomenclature latine a été adoptée pour redéfinir son domaine d'activité. Et ainsi, le sigle IOMB, que vous voyez ici sur cet autel, et qui signifie Jupiter Optimus Maximus Balmarcodes, donc Jupiter très bon, très grand Balmarcode, ce sigle a été forgé sur le modèle de celui qui caractérise les grands dieux du monde romain, tel le Jupiter d'Héliopolis-Baalbek, reconnaissable entre tous par le sigle IOMH, que vous aviez pu distinguer peut-être, même si l'inscription est abîmée, en haut de cet autel. Donc, Jupiter Optimus Maximus Héliopolitanus. Donc, tout comme son homologue héliopolitain, le dieu Balmarcode, autre élément de comparaison, a été affecté d'un génie dans la tradition romaine. De manière plus originale, maintenant, Balmarcode a été désigné en grec comme le seigneur des danses, ou encore comme le conducteur des chœurs, CH dans l'eau URS. Alors, au moyen de deux expressions qui sont liées à ses attributions et à l'étymologie de son nom.
Un document remarquable illustre bien cet aspect de seigneur des danses et de conducteur des chœurs sur une base en forme d'autel que vous voyez ici, découverte dans le secteur de l'esplanade cultuelle. Et c'est pour moi... ça a été une découverte de ces derniers jours, je dois l'avouer humblement, puisque je ne l'avais pas remarqué jusqu'ici. Il s'agit en fait d'une épigramme qui est gravée sur cet autel. Ça avait échappé aussi à mes prédécesseurs, mais je ne l'avais pas remarqué. Donc un texte versifié en grec qui émane d'une association religieuse, celle des Maximites, et qui est adressé au dieu ancestral, donc le grand dieu local, on va le voir, et qui est doublé sur une autre face de l'autel par une dédicace latine au génie du peuple de la colonie. Alors, intéressons-nous au grec surtout. Ici, vous voyez la traduction que je propose pour ce texte. Au dieu ancestral, conducteur des chœurs, j'en parlais tout à l'heure, les Maximites, parmi lesquels il, donc Balmarcode, a laissé des groupes partir au banquet, ont dressé le Nicéen de bronze, une statue donc, manifestant leur piété pour la patrie. Donc on a ici des membres d'une association religieuse qui manifestent leur fidélité à une divinité locale autant qu'aux institutions religieuses de la colonie de Beyrouth. L'évocation de la patrie à la fin du texte grec renforce la dimension civique de leur acte de piété. Gravé sur la face principale de la base et composé de 4 trimètres iambiques de bonne facture, l'épigramme grec commémore la consécration d'une statue de Dionysos, le dieu nicéen par excellence. Sa construction en chiasme et son vocabulaire assez précieux contribuent à donner à l'inscription un tour littéraire. La dédicace s'adresse sans aucun doute à Balmarcode, puisque l'expression « conducteur des chœurs », koron archegetes, qui apparaît ici au premier vers, place le dieu à la tête de troupes de danseurs, et cela rappelle évidemment l'étymologie du nom sémitique du dieu et son assimilation à un seigneur des danses, dans une autre épigramme votive retrouvée sur place. Le qualificatif ancestral, patros, témoigne, s'il en était besoin, du caractère traditionnel du culte qui lui est rendu à Der el-Kala, qui est rendu à cette figure prééminente du petit panthéon local et qui occupait le grand temple romain du site. Donc je laisse maintenant la parole à mon camarade Thibaut Fournet pour vous présenter ce bâtiment, le grand temple romain. Très bien, merci. Avant tout, je tiens à remercier justement nos collègues libanais de m'avoir confié le réexamen de ce temple et Julien de m'avoir invité à vous en présenter les résultats aujourd'hui. Alors, plutôt qu'une étude monographique à proprement parler, le travail que j'ai mené sur le terrain a consisté en un réexamen d'un édifice dont les vestiges étaient déjà bien connus. Les vestiges monumentaux, vous le voyez, on voit le personnage là, qui donne l'échelle un petit peu du soubassement de ce temple, donc vestiges qui avaient déjà fait l'objet de nombreux travaux, comme Julien les a évoqués. On le voit sur cette photo aérienne de 1936, ici surlignée en rouge, les vestiges du temple, en partie arasés mais toujours monumentaux, situés assez idéalement au sommet de cet éperon rocheux et qui offraient vers le nord-ouest ce panorama assez incroyable sur la ville de Beyrouth et la Méditerranée. Donc, comme dit par Julien, les premiers dessins détaillés du temple ont été réalisés par un architecte allemand, Bruno Schulz, en 1902, mais ne seront publiés qu'en 1938 par Daniel Kränker, qui va également en proposer une première restitution, une restitution sur laquelle nous reviendrons en détail. 2 autres campagnes de relevé ont été menées, l'une en 1983, sous la direction et l'initiative de notre collègue et ami Levon Nordigian, qui a permis de préciser un petit peu le dessin de Kränker et des vestiges du temple, mais aussi de l'église. Et une autre campagne, en 1996 et 1998, sous l'impulsion de Jean-Marie Denzer, alors directeur de l'IFAPO, l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient, à l'occasion de travaux de restauration dans le monastère, avec des vestiges plus complets que ceux vus par Schulz à l'époque. Et ces travaux de relevé en particulier ont bénéficié de travaux à l'intérieur de l'église qui ont mis au jour des vestiges jusque-là masqués par le sol de cette église. On le voit ici en rose pâle, bon, le rose n'est pas très visible, mais toute cette partie-là des vestiges du temple n'avait pas été vue par Kränker et ont pu être complétés grâce à ces travaux qui ont permis de mettre au jour ces vestiges près de 2 mètres sous le niveau de circulation
de l'église en cours de restauration. Alors mon travail s'est limité principalement à assembler ces différents relevés qui étaient restés inédits et à en proposer un plan complété, un plan actualisé en plan et en élévation. Sur ces élévations en beige, alors plutôt jaunasse là, à l'écran, les vestiges modernes et du XVIIIe siècle à nos jours, en gros du monastère, sont signalés pour les distinguer des vestiges antiques du temple qui sont ici en blanc et en gris. Ces relevés, complétés par quelques observations sur le terrain, ont également bénéficié du dossier de photographie ancienne rassemblé par Lévonne Nordiguian et par Julien. Donc celle-ci a déjà été présentée par Julien, des vestiges aujourd'hui disparus ou masqués par les réaménagements successifs et les jardins somptueux qui entourent désormais le monastère. Donc pour revenir à ce temple, les vestiges sont assez simples. C'est un grand rectangle de 33 mètres de long sur 17 mètres de large, correspondant à la cella, et un pronaos de 6 colonnes à l'ouest de la cella. 3 de ces colonnes possèdent toujours leur premier tambour. Les autres sont en partie insérés dans l'architecture moderne du monastère. On voit sur cette photo prise du nord que les blocs utilisés dans la construction de ce temple sont assez monumentaux. Cette assise fait 1,60 m de haut, la plupart des blocs font plus de 3 mètres de long. Celui-ci en particulier fait près de 5 mètres, ce qui correspond à un bloc qui pesait quand même environ 19 tonnes. À l'ouest, on le voit ici, les colonnes dont je vous parlais et qu'on voyait en plan sont également constituées de tambours monumentaux. Celui-ci devait peser à peu près 31 tonnes. Donc ces blocs font vraiment figure de mégalithes, des mégalithes comme on en observe souvent dans les temples libanais, et en particulier à Baalbek, même si nous sommes ici à Der El-Kala'a, encore loin des fameux monolithes de Baalbek qui pouvaient peser plusieurs centaines de tonnes. Quelques blocs issus des parties hautes du temple ont été trouvés lors des dégagements et sont préservés ici, déposés sur le podium, des blocs d'entablement, un bloc ici de chapiteau de pilastres sur lequel on reviendra, et à l'avant, un bloc unique mais très intéressant de chapiteaux de l'ordre ionique du temple. Alors ce chapiteau est assez bien conservé, on voit son décor en écaille, son abaque. En revanche, les 4 volutes qui complétaient le chapiteau ont aujourd'hui disparu. On peut les restituer assez aisément, et également, en fonction du diamètre de la colonne, des proportions des différents fûts et des proportions habituelles de ce type de colonne ionique, restituer un ordre d'environ 14 à 15 mètres de haut, sans l'entablement. Donc on voit un ordre tout à fait monumental. À droite de cette diapositive, c'est la restitution, enfin c'est le relevé et la restitution des différents registres du soubassement du temple, un soubassement à bandeau qui, si on rajoute l'assise manquante, devait atteindre à peu près 4,50 m de haut. Sur cette restitution donc, de Kränker, on voit qu'en fait, il avait vu toutes ces choses-là et que cette restitution reste globalement tout à fait valable. Donc c'est un temple ouvert à l'ouest, de plan tétrastyle, prostyle, comprenant un pronaos, pourvu de 2 colonnes en retour, et d'une cella rectangulaire. Kränker restitue ici en hachuret, donc à l'intérieur du temple, l'aménagement de l'intérieur de la cella. Aménagement dont il n'a rien vu, mais il s'est inspiré ici des vestiges d'autres sanctuaires romains du Liban, beaucoup mieux conservés qu'à Der El-Kala'a. Donc avec une entrée, la cella et la plateforme surélevée de la ditone. Quand on confronte ce relevé et sa restitution plutôt au relevé de l'intérieur du temple, on voit qu'il s'était trompé de très peu et qu'effectivement, au niveau de l'entrée, une grande porte monumentale flanquée de 2 petites portes permettait l'accès à la cella. La fouille de l'intérieur de l'église a permis de retrouver les éléments de ce dispositif d'entrée. On voit ici le grand seuil monumental, ici une mortaise qui recevait la crapaudine des grands vantaux de cette porte. Et ici, sur le côté, on le voit mieux ici, les vestiges de la petite porte latérale, d'un petit escalier qui y menait, et ici, d'un petit escalier, on le voit sur le plan ici,
un petit escalier à noyaux. On en a les vestiges également de l'autre côté. Et là encore, c'est assez classique de ces temples libanais. La grande porte monumentale était flanquée par des petites portes qui permettaient à la fois d'accéder aux parties hautes du temple, mais aussi de rentrer dans la cella et aider au maniement de ces énormes vantaux. La porte faisait presque 10 mètres de haut. Un bloc avait été vu par le père Roncesvalles, un bloc de volute, bloc qui a été retrouvé par Julien dans un jardin de Beit Meri, dont on a pu faire le relevé et le dessin, et le replacer dans la restitution d'une console de porte, cette porte monumentale de l'entrée du temple. Et sa hauteur, presque 1,60 m en tout, correspond bien à l'échelle de cette porte monumentale. Concernant la restitution de l'élévation, les blocs de chapiteaux, de pilastres qu'on a retrouvés permettent de restituer l'élévation complète de la cella, un mur lisse, une architrave et ces blocs de pilastres d'angle. À l'intérieur, Kränker allait donc restituer un aménagement qui est également en partie confirmé par les vestiges retrouvés. Ici en particulier, il y a une sorte de trottoir qui a été mis en avant avec des saignées qui permettent de restituer un ordre plaqué de demi-colonnes. Et ici, plus au fond, à l'est, un rétrécissement et un changement d'altitude également qui permettent de restituer un adytone tout à fait classique, sans qu'on puisse aller vraiment plus loin que Kränker dans cette restitution, faute de fouilles ou de vestiges conservés en place. Mais ce qui nous a intéressés, au-delà de cette confirmation un petit peu des hypothèses de Kränker, qui connaissait très bien le dossier des temples libanais, c'est quelques anomalies qui nous permettent de changer un petit peu l'interprétation qu'on avait de ce temple. En particulier ici, des vestiges qui étaient probablement masqués lorsque Kränker a fait le relevé, d'une assise sous le soubassement, une assise donc que lui pensait être de fondation, mais qui s'avère être d'une configuration tout à fait étonnante. Il n'y a pas de parement rectiligne, les blocs sont dressés verticalement, la découpe est irrégulière, le dessus est très, très bien taillé également, et ça ressemble en fait beaucoup plus au départ d'un podium qu'à une fondation. Et donc ce serait une sorte de podium amorcé sous la cella, mais jamais achevé. Un autre exemple de cet inachèvement du bâtiment, c'est ici, au niveau des moulures de base du soubassement. Vous voyez que la moulure a été parfaitement dressée, taillée au niveau du joint entre deux blocs, mais que le reste est resté uniquement épanelé. La moulure n'a pas été terminée. Donc encore une preuve de l'inachèvement de ce bâtiment. Et l'autre élément qui vient encore conforter cette hypothèse d'un podium inachevé, c'est cet alignement au nord que Kränker n'avait pas vu, tout simplement parce que c'était entièrement recouvert. Mais on le voit sur ces photos de 1996, c'est actuellement en partie recouvert à nouveau, un alignement donc, qui correspond probablement à une ébauche de podium dont on voit ici les autres assises inachevées. Et là, ça change complètement la perception qu'on a de ce temple, qui est resté largement inachevé et dont le podium, qui faisait une largeur tout à fait conséquente, était en fait destiné à supporter une colonnade périphérique, que j'ai dessinée ici en bleu pâle. Et le temple inachevé aurait dû, à terme, être un temple périptère, donc avec cette colonnade périphérique qui complétait une cella. Et donc ce temple prostyle était en fait un temple périptère inachevé. Quand on regarde en coupe, on se rend donc compte que la cella a été construite, probablement jusqu'au niveau de l'architrave et des chapiteaux de pilastres, mais qu'en revanche, toute cette partie-là n'a jamais été bâtie. Et on a ici une sorte de chronologie de chantier inversée, où la cella, qui aurait dû être portée par le podium, en fait était construite avant le podium. Et le rocher affleure d'ailleurs au sud, et on voit que pour que ce podium ait été réalisé, il aurait fallu encore décaisser près de 2 mètres de rocher à certains endroits. Alors c'est une chronologie qui peut sembler étonnante, voire douteuse, mais en fait il y a pas mal d'exemples au Liban, d'autres temples qui retrouvent exactement cette même chronologie de chantier. Par exemple ici à Bziza, où le podium, on le voit très bien dans l'étude architecturale, a été rajouté dans une seconde phase de chantier. C'est également le cas à Majdal Anjar, où le podium a été démonté, cette fois-ci à l'époque médiévale, montrant bien l'indépendance structurelle de la cella et du podium disparu. La cella tenait très bien sans le podium, qui est en fait une sorte de podium postiche, qui est rajouté pour donner de la monumentalité au temple, mais dont le temple n'a pas besoin pour tenir.
Un autre exemple qui se rapproche beaucoup d'un point de vue typologique, c'est celui de Sphirai, un temple au-dessus de Tripoli. Donc un temple un petit peu moins grand que Der el-Kala'a, mais d'une typologie très proche, où là encore, le podium a été cette fois construit de manière un peu plus conséquente, mais on voit très bien qu'il n'a pas été terminé et que ces blocs-là n'ont jamais pu recevoir une colonnade. Ils ont juste été posés, ils sont là encore épanelés, mais pas du tout taillés, et la colonnade n'est jamais venue. Il y a un autre exemple, encore plus connu, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là on change complètement d'échelle, c'est bien sûr celui de Baalbek, où encore une fois, un podium monumental a été prévu, les travaux ont été engagés, mais le temple au final s'en est passé, les bâtisseurs avaient vu un petit peu gros. À Der el-Kala'a, donc, ce temple tel qu'il a été projeté est facilement restituable. On voit ici ce podium. On voit ici des coupes, une façade et une coupe transversale où j'ai laissé, pour donner un petit peu l'échelle et rattacher ça aux vestiges, les éléments du couvent et de l'église. Et donc ce temple, ce podium et cette colonnade périphérique qui aurait dû porter au-dessus de l'architrave une frise et une corniche. Toute cette partie haute, la colonnade périphérique n'ayant pas été construite, n'a pas pu être achevée non plus. On le voit sur cette restitution de l'ensemble des volumes du temple, qu'il aurait dû comporter donc 6 colonnes en façade, 11 sur les grands côtés, se rapprochant d'une typologie bien connue au Liban, et était accessible, ou aurait dû être accessible, par un escalier monumental entre deux murs des chiffres, ici en avant du temple. Donc ce temple n'a jamais existé, et autre élément intéressant pour prouver un petit peu cet inachèvement, c'est qu'aucun de la vingtaine de colonnes qui auraient dû être ajoutées, aucun de ces éléments-là n'a été retrouvé dans le secteur, alors qu'on l'a vu, on a retrouvé des éléments de l'entablement, de la cella et des chapiteaux d'angle. En revanche, aucune des colonnes périphériques n'a été retrouvée, aucun des éléments de la frise, de la corniche ou du fronton n'ont non plus été retrouvés. Et donc il faut se résoudre à l'évidence que le temple réalisé devait ressembler à ça. Ça veut dire que le culte a pu y être rendu, on le voit par le dossier épigraphique et par l'évolution du site, mais probablement avec une couverture réputée provisoire, qui en fait a duré, et un pronaos dépourvu d'entablement. Alors ici, j'ai superposé en transparence ces deux restitutions, celle du temple tel qu'il n'a jamais été achevé, et qui pour la première fois a été achevé par notre travail, mais de manière graphique uniquement, et le temple réalisé, donc beaucoup plus modeste. Et c'est intéressant un petit peu de voir que ce grand projet monumental resté inachevé n'est en fait pas un cas isolé du tout. On l'a vu sur quelques exemples libanais, des projets vus un peu trop grands et jamais réalisés. On le voit sur d'autres exemples de la région. Par exemple, ici en Jordanie, à Djerach, le grand temple d'Artémis, qui aurait dû lui aussi être un temple périptère, et où en fait, sur les 32 colonnes prévues, seules les 12 de façade ont été réalisées, créer un effet de décor un petit peu, mais à l'arrière, c'était resté complètement dépourvu de colonnade. Et là aussi, le fronton n'a jamais été réalisé. Un autre exemple, à Amman, le temple sur la citadelle, où de la même manière, la colonnade périphérique n'a jamais été réalisée et seules les colonnes du tétrastyle et le retour ici ont été bâties. Le podium est resté au niveau des fondations. Et alors, avant de passer à ça, oui, pour revenir sur cette idée de l'inachèvement, c'est en fait une vision de la ville antique qui parfois a du mal à être admise, alors qu'elle est tout à fait observée et complètement admise dans le cas des villes médiévales, où par exemple les cathédrales, ces grands chantiers au long cours, étaient rarement achevés. Dans le cas de l'Antiquité, on a souvent l'image un petit peu idéalisée, renforcée par les envois de Rome au XIXe siècle, ou plus récemment les aquarelles de Jean-Claude Golvin, d'une ville un petit peu idéale, restituée dans ce qu'elles auraient pu être, alors que souvent elles sont restées au niveau de chantier. Et on voit ici que les projets monumentaux ont souvent dû être confrontés aux durs principes de réalité. Voilà pour le temple. Je vais enchaîner sur les termes et je passerai après la parole à Gérard, car on a travaillé ensemble sur ce beau dossier. Et en fait, la transition est toute trouvée. Les bains de Der el-Kala'a reprennent un petit peu cette idée d'édifices inachevés, ou plutôt restés en chantier jusqu'à leur abandon, et d'édifices qui vont évoluer un petit peu tout le long de leur vie. Donc ici, le plan du village. Les bains sont situés à l'extrémité nord. Julien nous a montré ce plan.
ici, donc à environ 250 mètres du temple, dans la limite nord de la zone dégagée, un secteur qui a été, donc, comme évoqué par Julien, en grande partie rendu à l'état sauvage et envahi par la végétation. Et un projet qui, paradoxalement, malgré sa monumentalité, malgré les imposants travaux de restauration, n'avait jamais été vraiment étudié dans le détail ou publié sérieusement, et même les relevés étaient très, très indicatifs. Et donc on avait là un magnifique monument, connu depuis toujours, et où tout était à faire. Et donc on s'est lancé, grâce également à nos collègues de la DGA qui ont désherbé le site, mais aussi à leur intervention avec un drone, qui ont permis de faire des photos aériennes, des relevés photogrammétriques, une modélisation 3D des vestiges qui sont ici signalés dans ce rectangle. Donc les vestiges des bains et de l'église à 3 nefs proto-byzantines dont Julien nous a montré les mosaïques. En plus de ces relevés photogrammétriques, on avait également un fond topographique qui nous a permis de réaliser un plan précis de l'édifice, de ces vestiges, et de mener énormément d'observations et de relevés photographiques qui nous ont permis d'en mener une analyse fonctionnelle et chronologique. En plus de ces relevés de terrain, on avait accès à un imposant fonds d'archives de la restauration et de la fouille. Donc ici, un exemple des planches. Il y a en tout près de 800 photos qui documentent les travaux de Kalayan sur les bains entre 1959 et 1965 et qui viennent bien sûr compléter l'interprétation des vestiges fragilisés par les intempéries et la végétation après plus de 50 ans d'abandon. Les bains donc occupent un secteur d'environ 900 mètres carrés et jouxte les vestiges d'une grande basilique chrétienne à 3 nefs. Mais les salles thermales en elles-mêmes occupent un grand carré d'environ 18 mètres de côté et sont entourées d'une série de salles annexes, espaces de service, latrines, qui sont traditionnellement associés à ce genre d'édifices thermaux. Alors ce cliché de la fouille que Julien vous a montré, je vous le montre pour une autre raison. Donc c'est les bains. Ici, c'est l'église qui a déjà été fouillée, et là, les bains dont la fouille commence tout juste. On voit que les dégagements ont commencé ici, et que sous les éboulis et la végétation, Kalayan a retrouvé d'imposants morceaux d'une voûte, une voûte concrète, une voûte en béton romain, écroulée en place, et dont il a mené l'audacieuse restauration évoquée par Julien. Et il a replacé en fait dans une voûte en béton, avec quelques petits moellons, les éléments de la voûte antique, ici. On voit que ces éléments de voûte sont décorés de cannelures stuquées. Et donc, il a repositionné ces morceaux, qui font parfois plus d'1,50 m de long, dans une voûte en grande partie inventée. Et ici, une photo de l'état actuel de cette restauration. Donc, quelque part, c'est peut-être pas plus mal. On a une restauration qui, de nos jours, n'aurait sûrement pas été tentée et qui, ici, reprend un côté romantique tout à fait agréable. L'autre intérêt de ces photos d'archives, c'est de documenter un état des bains qu'on n'a pas connu, puisque entièrement envahi par la végétation, extrêmement abîmé. Ici, par exemple, une salle de l'édifice thermal. On voit à droite un sol en marbre entièrement reconstruit, et à gauche, des vestiges de construction en briques très abîmés. Le même point de vue sur une photo d'archives nous montre à gauche des colonnettes de briques parfaitement conservées, aujourd'hui disparues. À droite, le sol avant qu'il n'ait été restauré, où on voit effectivement quelques lambeaux de sol. Et ici, on voit sur la photo d'avant une porte. Ici, on voit que cette porte a été bouchée. Et ces éléments de chronologie relative, pour nous, ils sont précieux. Mais Gérard reviendra sur cet aspect de l'analyse de ces photos anciennes et de cette chronologie relative. Heureusement pour nous, les bains étaient très bien conservés, en tout cas une partie de l'édifice, et certaines de ces structures un petit peu techniques n'ont été que restaurées par Kalayan. Il ne les a pas trop reconstruites, il a stabilisé ce qui était en place. Donc ici, par exemple, une vue sous le sol d'une des pièces chauffées, une vue de l'intérieur. Là, je tiens à revenir sur la photo ignoble que Julien a projetée de l'équipe. Je sortais d'avoir rampé dans ces ignobles souterrains, ce qui explique mon état délabré, et je m'en excuse. Je ne savais pas que cette photo serait montrée, mais j'avais rampé. Voilà, merci.
Alors, ce qu'on reconnaît pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de l'architecture thermale antique sur ces photos, ce sont des hypocaustes. Les hypocaustes, c'est le système un petit peu clé du chauffage des bains antiques. Chauffage dont j'ai résumé le principe ici sur un dessin restitué d'un autre édifice en Syrie du Sud, mais dont la technologie est en fait assez similaire à celle des bains de Deir el-Kala'a, technologie qu'on retrouve dans tous les bains de l'Antiquité romaine tout autour de la Méditerranée, du nord de l'Angleterre jusqu'au sud de l'Égypte. Donc ce dispositif, c'est celui des hypocaustes dont je vous parlais, ces petites colonnes de briques qui portent un sol suspendu, la suspensura, et qui sont reliées, qui forment donc un espace vide, relié ici à un foyer dont les gaz chauds et les fumées s'évacuaient dans le sol, remontaient dans des parois creuses constituées de tubulures, des tuiles, des briques creuses, pour s'échapper ensuite en toiture. Et bien sûr, des systèmes de chaudières qui alimentaient différentes piscines chaudes. Donc tout ce dispositif, il est extrêmement bien conservé à Deir el-Kala'a. Ici, une photo d'archive, mais on aurait pu la prendre maintenant, c'est encore assez frais, des tubulures à l'angle d'une pièce. On voit ces briques creuses qui faisaient communiquer l'hypocauste, ici le trou dans lequel j'ai rampé, et les tubulures qui faisaient communiquer cet espace souterrain avec des parois creuses, et donc un chauffage de la salle par le sol et par les parois. Et devant, des éléments de plaquage en marbre au sol, mais également tout cela qui venait en fait de la paroi. Toutes ces tubulures étaient dissimulées par un plaquage, souvent en marbre, et on voit qu'en plus ici, la porte était décorée de moulures, donc des édifices et une technologie complexe sous un décor luxueux. Les salles de service, les salles de chauffe sont également conservées de manière assez cohérente. Elles sont semi-enterrées par rapport à l'édifice pour accéder de plein pied à ces hypocaustes. Et un dispositif assez rare qui est conservé à Deir el-Kala'a, c'est cette ouverture ronde qu'on voit ici côté salle de service, ici de l'autre côté, dans la salle thermale et la piscine, sur laquelle on reviendra. Cette ouverture circulaire, c'est en fait le vestige d'un testudo alvei. C'est un dispositif assez rare qui est en fait une sorte de réservoir métallique qui était inséré dans ce trou et qui mettait en communication l'eau des piscines avec la chaudière et le foyer. Ça permettait, avec un mouvement eau chaude eau froide, de créer un vrai chauffage direct de l'eau de la piscine à travers une épaisse plaque de métal. Donc on voit que les vestiges, même s'ils ont souffert, même s'ils sont un petit peu masqués par la végétation, ont encore beaucoup à nous apprendre. Sur cette coupe de l'édifice, j'ai mis Julien, là, avec son chapeau, pour donner l'échelle du bâtiment. Je pense que c'était important. Nous montre un petit peu donc, le niveau de conservation, la voûte telle qu'elle a été restaurée par Kalayan. On connaît assez bien l'architecture thermale et ses typologies pour restituer les volumes de ce bâtiment et de ces salles voûtées. Kalayan ne s'était pas trop trompé dans sa voûte. Il avait juste réduit par des maçonneries modernes l'épaisseur des murs et donc la portée de la voûte, mais globalement, il était dans le vrai. Et ce qu'on voit, donc, c'est ce système de salles de service semi-enterrées, les hypocaustes, et si on met quelques couleurs dessus, on voit ici le foyer, une chaudière, le testudo alvei qui permettait de chauffer directement l'eau de la piscine qui était là, et ces hypocaustes, et ici dans les murs, des doubles parois qui permettaient donc de chauffer l'édifice. Tout ça est très classique, mais à Deir el-Kala'a, c'est suffisamment bien conservé pour qu'on puisse vraiment visualiser ce dispositif assez complexe de chauffage. Les piscines dont je vous parlais, elles sont ici. On voit tout à fait les petits murs parapets. On voit qu'elles sont bâties elles aussi sur hypocaustes, des hypocaustes qui sont plus en petites colonnettes, mais en gros piliers de briques, puisque là, il fallait supporter le poids de la piscine et de l'eau de la piscine surtout. On voit également les différentes traces de plaquage en marbre, des éléments d'évacuation. Tout ça est très bien conservé. Ces piscines se vidaient souvent à travers le sol des pièces par des systèmes de rigoles, de tuyaux en plomb, jusqu'à rejoindre une grande canalisation, un égout, qui faisait le tour de l'édifice et qui partait rejoindre à l'ouest un dispositif de latrine collective assez monumentale. C'est assez classique dans les bains publics. Des latrines sont associées à l'édifice et l'eau des baignoires sert un petit peu de chasse d'eau pour nettoyer ces égouts assez profonds sur lesquels étaient posés des bancs troués et des latrines collectives tout à fait classiques. Je vais passer la parole à Gérard pour qu'il nous explique la façon dont on a ensuite analysé et interprété ces vestiges. Tu veux que je te passe les diapos ? Donc avec Thibault, nous proposons de restituer l'histoire des bains de Deir el-Kala'a de leur création jusqu'à leur abandon. L'examen détaillé des maçonneries nous a peu à peu permis de distinguer dans l'édifice thermal de nombreux indices d'une chronologie complexe. Les bains de Deir el-Kala'a, comme c'est souvent le cas de ces édifices très techniques,
qu'il fallait souvent rénover, ont à plusieurs reprises fait l'objet d'une transformation, de plusieurs transformations. Le mode constructif permet souvent de saisir ces phases successives. Les murs sont soit de pierre de taille à double parement, soit mixtes, briques et moellons de différents modules. Ils s'appuient les uns sur les autres, révélant l'ordre chronologique de leur mise en œuvre. Ici, par exemple, les murs les plus anciens sont faits du grand appareil, mais d'autres viennent s'appuyer sur ces premiers dans une seconde phase. Et lors d'une troisième phase, de nouvelles maçonneries sont venues recouper les unes et les autres. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais on voit bien avec les couleurs la succession de ces constructions. Une dernière phase, bien sûr en violet, correspond aux restaurations de Kalayan, donc c'est un peu particulier. Ce glacis, donc belle maçonnerie en parement incliné, appuyé aux façades principales, est sans doute destiné dès l'origine à porter les canalisations d'arrivée d'eau des bains. Il fait le tour du bloc thermal, ce qui nous a permis de mettre en relation les chronologies relatives assez facilement, selon que le glacis passe dessus ou dessous les différents éléments de construction. Nous avons tiré de ces observations un plan de phasage où chacune des 4 phases principales de construction identifiées est indiquée par une couleur différente. Évidemment, encore une fois, la phase en violet correspondant aux restaurations et aux reconstructions de murs modernes, y compris la maison de l'ingénieur responsable des travaux dont les fenêtres donnaient sur les bains. Restitution des phases de développement. Autant de traces et d'indices qu'il convient de croiser pour tenter de restituer les phases de fonctionnement de ces termes publics en utilisant des clés de lecture des bains de l'Antiquité classique parfaitement codifiées, comme vous a montré Thibault avec le croquis qu'il vous a présenté. Comme vous le savez, les bains antiques suivent à partir de l'époque romaine un fonctionnement qui fait successivement passer les usagers dans des salles aux températures et aux fonctions différentes selon des modèles typologiques qui sont bien connus. Alors la première phase, phase 1, le plan de la première phase des bains de Der el-Kala, tel qu'il se dessine, correspond parfaitement au modèle théorique du bain romain, dont le caractère public est renforcé par l'existence de latrines restituées avec une trentaine de sièges et qui lui sont donc directement accolés à l'ouest. De taille moyenne, ces thermes sont composés selon un plan très symétrique. Les baigneurs à l'allée, donc tu fais suivre le schéma, les baigneurs à l'allée traversaient une vaste salle froide. Ils patientaient un peu dans une salle tiède, puis se lavaient dans une salle chaude, souvent pourvue d'une vasque sur pied, avant de profiter d'un bain chaud dans la pièce principale, qui, elle, était munie ici de 3 grandes piscines chauffées. Ces baigneurs ressortaient ensuite en traversant une salle tiède pour rejoindre progressivement la salle froide, où ils pouvaient s'immerger cette fois dans un bain froid, correspondant à un des bains encastrés dans les murs. Il est probable, au regard de la monumentalité du plan et de l'échelle des pièces du circuit balnéaire, que les thermes s'étendaient au sud jusqu'à la rue, au moins durant cette première phase d'époque romaine impériale, et donc à l'emplacement de l'église proto-byzantine que nous verrons par la suite. 1 ou 2 alignements seulement sont visibles, mais il faut imaginer à cet emplacement un vestibule, 1 ou 2 cours à portique pour les exercices sportifs, ce qui est souvent le cas, 1 ou 2 vestiaires, éventuellement un bassin froid également extérieur que le baigneur utilisait avant de pénétrer dans le bloc thermal. Le modèle symétrique utilisé dans cette première phase est intéressant. Il témoigne des ambitions d'une agglomération qui, à son échelle, s'inspire des immenses bains symétriques normalement réservés aux villes plus importantes. Pour la phase 2, elle est donc similaire à la première. Seuls quelques aménagements semblent indiquer un succès croissant de la pratique balnéaire. C'est principalement le caldarium, donc la salle chaude du bain, qui est modifié avec l'agrandissement des piscines est et ouest et l'installation d'une nouvelle save de chauffe, oui, c'est ça, créée pour améliorer le dispositif de chaudière de ces bassins agrandis. Les latrines à l'ouest sont déplacées et radicalement agrandies aussi. À l'est, l'emprise du bâtiment est légèrement réduite, ce qui indique peut-être une pression foncière plus importante, liée sans doute à la densification de l'agglomération.
Cette hypothèse expliquerait les agrandissements observés dans l'édifice, les bains accueillant désormais une clientèle plus nombreuse que dans la première phase. La troisième phase, en revanche, est radicalement différente des précédentes. Elle correspond, cette phase, aux vestiges conservés sur le site. La transformation la plus visible est liée à l'installation de l'église proto-byzantine, qui serait datée donc du VIe siècle. Elle ampute les bains d'une grande partie de leurs annexes. Ainsi, la façade sud est reculée de près de 20 mètres avec la création d'une orwell séparant désormais les deux édifices. Mais la principale transformation concerne le bloc thermal lui-même, pour lequel le circuit initial en boucle est dédoublé en deux circuits indépendants. La salle froide est cloisonnée, deux portes donnent accès à deux circuits, le premier à l'est, le second à l'ouest. Dans les deux cas, le parcours des baigneurs se limite désormais à 3 pièces, avec un frigidarium, une première salle chauffée et la salle du bain chaud qui reste l'espace majeur du circuit. Le retour se fait par le même chemin jusqu'à la salle froide qui semble désormais faire office de vestibule également. Dans le plus grand circuit, donc celui de l'Est, les piscines sont réduites, tandis que dans l'autre circuit, 3 bassins sont créés dans une pièce qui en était jusqu'ici dépourvue. Ce dédoublement contemporain de la création de l'Église semble bien en phase avec l'évolution des pratiques thermales au VIe siècle, lorsque la christianisation des populations commence à déteindre sur la pratique du bain public. Peu à peu, le bain privilégie l'hygiène au détriment du délassement. On vient pour se laver et non plus pour se prélasser dans de grandes piscines chaudes. La création de 2 circuits distincts peut ainsi s'expliquer par cette christianisation, soit pour distinguer le bain des hommes de celui des femmes, soit de dédier le grand circuit à la communauté locale, donc encore des petits bains publics, et pour le distinguer de petits bains réservés aux membres du clergé et qui seraient donc des bains semi-privés. Mais pour l'instant, aucun élément ne permet vraiment de trancher entre ces hypothèses. Pour finir, la phase 4, la quatrième donc, et dernière phase d'occupation, se caractérise par une réduction importante du programme balnéaire. Toute la partie nord-est de l'édifice est abandonnée et seul le circuit est conservé. Il est même légèrement agrandi avec l'ajout d'une salle chaude intermédiaire dans le frigidarium et la récupération du frigidarium est. Pour ajouter cette salle chauffée, un dispositif d'hypocauste est ajouté en sous-œuvre dans l'ancienne salle froide et une salle de chauffe est ajoutée à l'ouest, en connexion bien sûr avec les hypocaustes. Pour permettre cet ajout, le nouvel hypocauste est de très faible hauteur et le niveau de circulation général, lui, est surélevé, ce qui explique les proportions parfois étonnantes de ces hypocaustes, mais aussi de ceux des autres pièces chaudes, qui, eux, au contraire, sont anormalement hautes. Un petit foyer secondaire est ajouté à l'ouest et vient dédoubler celui qui existait déjà au niveau du bassin chaud. Il est relié directement à l'hypocauste, alors que celui qui existait est associé à la chaudière. Ceci afin de dissocier probablement la production d'eau chaude du système de chauffage des salles, donc des hypocaustes. Cette quatrième phase indique, semble-t-il, une désertion progressive du village à la fin de l'Antiquité. Les bains qui résultent de ces transformations correspondent cependant parfaitement au modèle de l'Antiquité tardive observé ailleurs au Proche-Orient. Les salles sont désormais de dimensions réduites et les dispositifs de chauffage sont optimisés. Ces bains ressemblent de fait aux bains d'époque omeyyade conservés dans la région, ceux qui annoncent dès le 8e siècle une forme de transition vers le hammam médiéval. Le bain d'immersion dans les bassins chauffés va peu à peu être remplacé par le bain de vapeur, que la réduction des volumes des salles chaudes et le perfectionnement des systèmes de chauffage vont ainsi permettre d'évoluer. Donc un édifice à l'image du thermalisme au Proche-Orient, oui, sans doute. Le cas des bains de Deir el-Kala, de ce point de vue, est exemplaire. Il illustre en un seul édifice l'évolution des pratiques balnéaires observées dans l'ensemble du Proche-Orient.
La première phase monumentale et symétrique est à l'image des premiers bains de la région, qui font partie de la panoplie obligée des centres urbains importants et qui se déploient donc dès le IIe et le IIIe siècle de notre ère et qui veulent imiter les villes romaines d'Occident, d'Afrique ou d'Asie mineure. La seconde phase, lorsque les bains s'agrandissent, est également à l'image du Proche-Orient, où la pratique thermale va connaître un succès rapide et durable. Les bains dans toute la région se développent et s'agrandissent jusqu'à la fin du IVe siècle, ou même jusqu'au début du Ve, voire dans le courant du Ve siècle, suivant une pratique bien ancrée, alors qu'en Occident, ils tendent à disparaître. Les plus grandes réalisations, par exemple à Tyr, comme ici, ou à Bosra, d'ailleurs, datent de cette période. La troisième phase, comme nous l'avons montré, illustre l'influence du christianisme sur les pratiques thermales, où la détente, la paresse et la promiscuité des corps nus, ça c'est son expression, sont dénoncées par les pères de l'Église. Cette défiance n'a toutefois pas raison des bains publics, bien au contraire. Et la quatrième phase des bains de Der el-Kala préfigure ce que sera l'avenir de la pratique du bain public, qui, avec la diffusion des hammams, restera au Proche-Orient un des équipements majeurs de toute agglomération durant le Moyen-Âge et même au-delà. Merci. En conclusion, donc je serai très bref. Depuis la fin du XVIIIe siècle, la plupart des savants ont été attirés à Der el-Kala par la conviction que l'étude de ce site de la montagne libanaise révélerait le passé phénicien de Beyrouth. La publication des archives de la seconde moitié du XXe siècle et la reprise actuelle des travaux ouvriront éventuellement des perspectives de recherche en ce sens. De même, elles permettront peut-être de déterminer si le sanctuaire a succédé au village ou si ce dernier s'est formé autour d'un lieu de culte préexistant. Pour l'heure, vous l'avez vu, la documentation disponible révèle quelque chose de beaucoup plus complexe et peut-être de plus intéressant aussi. Elle confirme le caractère romano-byzantin et villageois du site, plus que son identification à un lieu de pèlerinage fréquenté par les Phéniciens depuis la plus haute antiquité. La documentation que nous avons réunie, elle illustre aussi l'essor des bourgades rurales du Proche-Orient à l'époque romaine et surtout proto-byzantine, on l'a vu, essor bien attesté au Liban pour l'époque de l'Antiquité tardive à travers les exemples de Raldé, de Jiyé, de Shrim ou encore de Oum el-Ahmed. Et puis, tout cela pose aussi la question délicate de la chronologie, de la christianisation de la Phénicie dans l'Antiquité tardive. Il reste donc beaucoup de choses à faire, notamment à travailler sur l'agglomération elle-même, qui jusqu'ici manque un petit peu d'une étude spécifique. Et je me réjouis que mes camarades et moi ayons donc ce projet de continuer le travail sur le terrain avec nos amis et nos collègues libanais. Je voudrais ici le dire solennellement, ça a été un vrai plaisir de travailler avec eux. Et partagez, mais voilà. partagez ô combien. Et j'en attendais pas moins de vous. Merci beaucoup. Donc merci à vous et merci de votre attention. Peut-être des questions, non ? Pourquoi pas ? Sinon, des questions du mois de Des attaques. Ah. Une remarque de total profane, c'est que franchement, je suis impressionnée par la façon dont vous pouvez faire parler des sites qui, pour le profane, évidemment, bon, c'est impressionnant, c'est beau, mais de là à raconter tout ce que Gérard vient de dire sur l'histoire des bains, je trouve ça absolument, enfin, ce que vous avez tous dit, c'est absolument passionnant. Voilà. Merci beaucoup. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut un travail d'équipe avec des spécialistes de disciplines différentes. Et évidemment, j'aurais été bien incapable d'aller aussi loin que mes collègues. Et c'est aussi pour ça que je me réjouis qu'on travaille ensemble. Oui, vous avez parlé de village, de bourgade. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on a les moyens d'évaluer la population à un moment donné dans ce village ou pas ? Dans la mesure où
patauge encore dans la chronologie du village. Ça paraît difficile. Peut-être qu'en déterminant l'extension maximale de l'agglomération qui paraît antique et pas médiévale du site pour le moment, on pourrait faire une évaluation, mais on a bien vu que ça disparaissait sous l'agglomération moderne aussi, en grande partie. Donc ça paraîtra toujours délicat. Oui. Et on peut difficilement se baser sur la dimension des édifices publics comme les bains pour évaluer une population. Parce qu'au-delà de la bourgade, il y a tout le territoire qui va avec. Il y a aussi un calendrier, j'imagine, de fêtes religieuses qui fait que les bains étaient pas seulement utilisés par les gens du village. Et de toute façon, on aurait bien du mal à dire combien de personnes on pouvait mettre dans une baignoire quand elles sont un peu grandes comme ça. On a une idée, tout dépend de la bonne volonté des baigneurs. Mais globalement, c'est quand même très très délicat. Tu parles des cornus encore. Et puis sans compter qu'il peut y avoir peut-être d'autres bains aussi dans l'agglomération. Sans doute. Il y en a d'autres d'ailleurs. Et on ne connaît qu'une petite fraction du village. Et effectivement, il y a au moins une maison plus au nord-est qui a au moins des bains privés. Oui. Alors, c'est une question un peu naïve, mais parce que, a priori, j'aurais pensé que justement, s'il y avait un endroit où la chronologie de la christianisation était plutôt moins obscure qu'un autre, c'était ces contrées-là. Or, visiblement, d'après ce que vous dites, je me trompais. J'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de documents, pas seulement pour vitupérer contre les bains ou des trucs comme ça. Qu'en est-il, enfin, vu de votre point de vue, naturellement, je suppose que ce n'est pas vraiment complètement votre spécialité. Bon, enfin là, on réfléchit à l'échelle du site, évidemment, donc c'est pour ça que c'est compliqué, c'est qu'on est à une à une échelle vraiment microscopique. Si on regarde les choses plus largement, il se trouve que la Phénicie, c'est une province de l'Empire romain d'Orient qui semble avoir été christianisée plus tardivement que d'autres régions du Proche-Orient, notamment la région d'Antioche, par exemple. Donc il y a à la fois certainement une déformation qui vient des sources, puisqu'on vitupère assez facilement sur les Phéniciens, qui sont facilement taxés de païens attardés, encore au 5e, 6e siècle. Et puis d'autre part, on voit des églises qui paraissent bien être du 5e, 6e siècle. Donc là, on cherche à affiner, justement, et à voir ce qu'on peut garder dans les clichés qui courent sur la région. Et en particulier sur le milieu rural, qui est présenté comme un milieu particulièrement conservateur des traditions païennes. Et donc, c'est en s'attachant à un site en particulier que ça devient extrêmement compliqué d'être précis. Il se trouve que là, en plus, on manque d'inscriptions, puisque contrairement à d'autres sites où on trouve des églises avec des pavements de mosaïque, vous voyez que c'est très pauvre ici en termes d'épigraphie pour le site de Der el-Kala. On a 2 inscriptions d'époque proto-byzantine, elles ne sont pas datées. Donc il faut s'en tenir à l'analyse stylistique pour l'instant, il faut s'en tenir à l'analyse stylistique des mosaïques pour estimer que l'église est du 5e ou du 6e siècle, ce qui n'a rien de transcendant. Enfin, ce n'est pas une découverte fantastique, ça ne révolutionne pas du tout notre vision des choses. Donc, peut-être qu'une fouille bien menée dans un secteur qui n'aurait pas été dégagé jusqu'à présent permettrait... je ne sais pas, d'apporter des précisions justement sur l'histoire de l'Église et de son... Enfin, ce qui est intéressant en plus, c'est l'inscription de l'Église dans le secteur des bains, parce qu'elle empiète sur une partie qui autrefois, à l'époque romaine, faisait partie intégrante des bains, comme Gérard et Thibault l'ont montré. Finalement, est-ce que c'est pas parce qu'on croyait un peu trop savoir de choses, enfin, qu'il y avait une espèce d'écriture de l'histoire de la christianisation qui a un petit peu fait bouger les réalités qui, elles, n'ont pas été fouillées? Oui, c'est possible. Oui. Mais, oui, là, j'ai l'impression que pour ce site en particulier, on n'aura pas énormément d'éléments là-dessus pour l'instant. Faute de sources écrites. Oui, moi j'ai une petite question concernant le temple monumental. J'ai eu la chance d'aller à Baalbek.
Du coup, s'il avait été achevé, est-ce qu'il aurait ressemblé au temple dit de Mercure J'ai été assez impressionné par ce temple-là, puisque comment dire, il est le plus complet là sur le site de Baalbek. Je ne sais pas si vous voyez Le temple de Bacchus qui est à oui, gauche. voilà Bacchus, oui, mais oui. plutôt. A priori, oui, mais en encore beaucoup plus grand, puisque les colonnes sont vraiment ce qui s'est fait de plus grand dans le monde romain. Donc, a priori, oui. S'il avait été mené à terme, il aurait été périptère avec des colonnes en grand nombre. Celui-là aurait été plus grand, mais celui qui est inachevé, celui de Jupiter. Non, mais je parle de celui d'achevé, là, justement, sur le celui site qui est achevé est un peu plus grand que celui de D'accord, Kala. En aspect extérieur, ça aurait... un peu beaucoup plus grand, une fois et demie. Mais c'est surtout le fait qu'il y ait la colonnade et... On voit ces enfants plus grands qu'ils ne sont. Oui, mais c'est surtout le fait qu'il soit complet, en fait, qui est impressionnant là sur le site de Baalbek. Exactement, voilà. oui. Ah, oui. Et du coup, il aurait ressemblé à ça hors dimension. Il aurait ressemblé à ça de manière aussi... à Baalbek, il y a un décor extrêmement fouillé, une échelle qui est encore autre chose, donc il aurait ressemblé à ça en plus petit. Oui, Non, parce que c'est... oui, il aurait été périptère et il aurait eu une allure totalement différente de ce à quoi il a fini par ressembler après l'abandon des projets initiaux. Abandon qu'on n'explique pas d'ailleurs. On peut imaginer qu'ils ont vu trop gros, qu'il y a eu des problèmes d'argent, mais à mettre en rapport aussi avec l'esplanade cultuelle qui est plus en dessous, où on voit qu'il y a eu un temple ou un projet de temple à peu près d'échelle similaire qu'on n'a pas encore étudié. Et là, on brûle d'y retourner, de désherber tout ça et de comprendre un petit peu mieux comment cet inachèvement du temple principal s'intègre à la chronologie plus globale de l'ensemble du sanctuaire. Et du coup, là, il y avait vraiment qu'un seul temple ou c'est possible qu'il y ait... Non, il y avait le deuxième là de... Il y avait Vénus, d'autres temples, en particulier Reine, ce qui est plus de l'ordre de la chapelle, où là on en a un qui a été mené à terme. Il y a des petits édicules un peu partout. Le grand temple secondaire, qui était quasiment de même échelle que le temple du sommet, pour l'instant on ne sait pas encore si la plateforme qu'on voit a apporté quelque chose ou si elle est restée elle aussi entièrement inachevée. D'accord. On ne peut pas encore le dire. Merci beaucoup. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Monsieur, merci beaucoup Tout le plaisir était pour cette conférence ce soir. C'était passionnant. Merci.